Canadiens-Français ne sont que le résidu d'une colonisation ancienne. Ils sont destinés à rester toujours isolés au milieu d'un monde anglo-saxon. Durant l'hiver 1837, une terrible famine s'est abattue sur le Bas-Canada. Un journal de Montréal, la Minerve, rapporte « Sans le recours d'âmes généreuses, quantité de pauvres étaient condamnés à mourir de faim et de froid. » La société du Bas-Canada traverse des crises profondes. Une crise agricole, une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise de relations ethniques, c'est l'arrivée des Irlandais, etc. Et l'échec de 37-38, l'exil des chefs patriotes, marque, si on veut, une société qui ne trouve plus de solution à son avenir. Dès son retour en Angleterre, Lord Durham commence à rédiger son rapport. Et il change de façon d'analyser les causes du problème. Pour lui, ce n'est plus tant l'opposition entre les dirigeants qu'une opposition très marquée entre les francophones et les anglophones, entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Les Anglais font preuve d'une telle activité pour la colonisation qu'il serait absurde d'imaginer qu'il pût exister une partie quelconque de ce continent où notre race ne pénétrera pas, et lorsqu'elle aura pénétré, n'y dominera pas. Il devient donc inévitable, selon lui, qu'il y ait un affrontement entre les francophones et les anglophones. Les Français étaient forcés de reconnaître la supériorité et l'esprit d'entreprise des Anglais. Ils regardèrent leurs rivaux avec alarme, avec jalousie, enfin avec haine. Les Anglais le leur rendirent par une morgue qui ressembla à de la phobie. Les Français se plaignirent de l'arrogance et de l'injustice des Anglais. Les Anglais reprochaient aux Français les défauts d'un peuple faible et vaincu, les accusaient de bassesse et de perfidie. Pour Durham, la solution la plus valable, la plus facile et peut-être la plus efficace, c'est l'assimilation des Canadiens français. Ils sont un peuple sans histoire et sans littérature. François-Xavier Garneau va se charger de lui répondre quelques années après, en publiant sa fameuse Histoire du Canada. Défendre l'héritage sacré d'un peuple est une cause grande et sainte. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l'effervescence littéraire qu'on retrouve au Bas-Canada va permettre d'enrichir les bibliothèques. Il y aura un foisonnement de revues, de livres et d'œuvres littéraires. On ne peut pas encore crier au chef-d'œuvre, mais on peut citer quand même Angéline de Montbrun, de Laure Conant. Première romancière canadienne-française, de son vrai nom, Félicité Anger. Il y a aussi des ouvrages de poésie, et Louis Fréchette apparaît comme un poète national. On a dit de Louis Fréchette qu'il parlait en alexandrin. L'Académie française couronnera plusieurs de ses recueils de poésie, à la fois romantiques et patriotiques. 40 ans transformant la tribune en créneau, l'homme type chez nous s'appela Papineau. 40 ans il tonna contre la tyrannie. Le Parlement britannique va adopter une loi qu'on appelle l'Union Act, l'acte d'union, qui va décréter qu'à l'avenir, le Bas et le Haut-Canada seront unis, qu'il n'y aura qu'une seule chambre d'assemblée. Et aussi, en unissant les deux Canada, on va mettre en minorité les Canadiens français. Ah oui, l'acte d'union était construit pour noyer les francophones, c'était très clair. À long terme, pas avec une solution à l'acadienne, ça sortait de l'idéologie de Durham de noyer la population francophone du Canada et surtout du Bas-Canada, évidemment, dans une mer anglophone. À partir du moment où l'Union va entrer en vigueur, les Canadiens français seront minoritaires au sein de ce gouvernement-là. Gouvernement nomade déménageant chaque 4 ans à Kingston, Montréal, Toronto ou Québec. On va décréter que les dettes des deux colonies vont se fusionner. C'est-à-dire que le Haut-Canada avait une dette de 1 200 000 livres, l'unité monétaire de l'époque, alors que le Bas-Canada n'avait qu'une dette que de 96 000 livres. Le Haut-Canada avait
développer ses canaux, développer ses communications, investit beaucoup d'argent. Et ce sera en quelque sorte les Canadiens français du Bas-Canada qui vont payer pour le développement du Haut-Canada de l'Ontario. Une nouvelle ville naît au Haut-Canada avec la construction du canal Rideau par le colonel John Bytown. Bytown qui se développe rapidement grâce au commerce du bois. C'est la future ville d'Ottawa. Il y a aussi une autre injustice. C'est que l'article 41 décrète qu'à l'avenir, les documents officiels émanant du gouvernement ne seront qu'en langue anglaise. Toutes les procédures écrites ou imprimées du Conseil législatif et de l'Assemblée législative devront être en anglais seulement. Dans la vallée du Saint-Laurent, tous n'accepteront pas les recommandations du rapport de Rame ni le contenu de l'acte d'union. Les premiers à réagir, ce sont des membres du clergé, entre autres l'évêque de Montréal, Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, le propre cousin de Louis-Joseph Papineau. Les torts de notre peuple sont prodigieusement exagérés et dénaturés dans le rapport affreux de Lord Durham. Tout son but est de nous anglifier, c'est-à-dire de nous décatholiciser. À partir de ce moment-là, les gens se sentent proposer une nouvelle interprétation de la société. Une interprétation qui va satisfaire, je dirais, les besoins inassouvis qu'ils avaient, qui va leur donner une raison d'être. C'est une interprétation à la fois symbolique, à la fois sociale, elle est très très chargée et ça va nourrir ce réveil religieux. Ce qui va favoriser le renouveau religieux au Bas-Canada, c'est que le clergé va pouvoir compter sur de nouvelles communautés religieuses. Il y en a des anciennes qui reviennent, comme les Jésuites, mais il y en a des nouvelles qui vont s'installer ici. Les clercs Saint-Viateur, les Oblates de Marie Immaculée, les Dominicains. La congrégation de Sainte-Croix, les Dames du Sacré-Cœur, les religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de la Miséricorde, les Sœurs de Sainte-Anne. Ces communautés fondent de nombreuses institutions d'enseignement et beaucoup de leurs élèves deviennent eux-mêmes des religieux. L'idéologie de la survivance canadienne-française y a trouvé son profit. Et puis, à long terme, on peut dire qu'après tout, il est vrai que la culture canadienne-française a survécu. Au Québec, la religion catholique et le nationalisme canadien-français ont été intimement liés. On finira par croire que la langue est la gardienne de la foi et que la foi est la gardienne de la langue. C'était un phénomène généralisé pour l'ensemble des élites, ce nationalisme-là. Je veux dire, tout le monde était nationaliste parmi les élites du Canada français à cette époque-là. Et le clergé, bien sûr, l'était autant que les autres. À partir du moment où le mouvement nationaliste a commencé à monter, les anglophones ont tourné beaucoup plus à cette époque vers l'Angleterre, vers leurs racines britanniques. Une population anglophone qui commence à construire des institutions pour eux, McGill par exemple. La question est de savoir si les Canadiens français mettront le pied sur la gorge des Anglais, ou s'ils sauront ce pourquoi ils sont faits, des scieurs de bois et des charroyeurs d'eau. La violence politique atteint son point culminant en 1849. Papineau revient d'exil, mais il n'est plus l'ennemi numéro 1 des anglophones. Je fais ce premier discours au Parlement en français. Je le dois à mes compatriotes canadiens-français. Je me le dois à moi-même. Le nouveau chef des députés francophones est un réformiste, Louis-Hippolyte Lafontaine. Une grande question le préoccupe, comment éviter l'assimilation. Les Tories, les ultra-anglais, dénoncent ça comme étant une prime à la révolte. Anglo-saxons, vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. À qui est votre allégeance maintenant? Que chaque homme réponde pour lui-même. Que la foule s'assemble sur la place d'Armes ce soir à 8 heures. Au combat, c'est le moment. C'est la révolte. Les émeutiers foncent vers la maison de Lafontaine avec l'intention de le lyncher. Il échappe à la mort par miracle. Le Parlement est également attaqué.
Pierres lancées, vitres cassées, bientôt le gaz fuit et c'est l'incendie total. Jamais les rues de Montréal n'auront vu un tel chaos. L'Union va échouer dans plusieurs de ses grands objectifs. L'assimilation des Canadiens français ne se produira pas, même s'ils sont mis en minorité sur le plan démographique.